Sur cette semaine, un sujet majeur qui est celui des opérations de diversion qui sont toujours liées à l'affaire Cahuzac, où on le voit décidément, le gouvernement ne sait vraiment pas comment s'en sortir, et chaque jour qui passe suscite de nouvelles interrogations. Et donc deux opérations de diversion. Il y a celle de la publication du patrimoine des ministres, ce qui est très clair pour nous, on l'a révoqué en bureau et en réunion de groupe. C'est une opposition très claire à ce texte, parce que nous n'avons pas vocation à servir de caution à une manœuvre de diversion. Voilà. Si le moment venu, lorsque la lumière sera faite sur le scandale Cahuzac, on doit avancer davantage sur des systèmes de contrôle, sur les déclarations, etc. Tout cela, pourquoi pas, on y est ouvert, mais en aucun cas cette opération de voyeurisme à laquelle on assiste aujourd'hui. L'autre point, c'est le bouleversement sans précédent du calendrier parlementaire avec le texte pour le mariage pour tous. Là aussi, on est dans une vraie opération de diversion. Voilà un texte qui devait être abordé fin mai, qui a avancé pratiquement d'un mois et demi, où tout est fait pour bâcler le texte et le passer très vite, puisque même sur le temps de parole, je rappelle, c'est la première fois que l'on a un texte qui sort le vendredi au Sénat et qui est inscrit dès le lundi en commission et le mercredi en séance publique. Il y a eu deux cas qui se sont passés sur deux LFR, donc ce qui n'a strictement rien à voir, et qui plus est étaient des avis conformes où le Sénat avait déjà donné, où le Sénat donnait un avis conforme à l'Assemblée. Donc il n'y a aucune comparaison, ça n'a jamais existé. On est dans une première à ce niveau-là. On est aussi dans une première où on utilise le temps programmé en deuxième lecture alors qu'il n'a pas été utilisé en première lecture. Et puis alors, le comble du comble, c'est la demande que j'ai formulée d'avoir 50 heures de débat. Je vous invite à lire notre règlement. À l'article 49, alinéa 10, il est précisé qu'un président de groupe de droit a la possibilité d'avoir un temps exceptionnel. Ce temps exceptionnel a été acté de 50 heures depuis toujours, ça s'est passé depuis que le temps programmé existe. Et là, le temps exceptionnel a clairement été refusé. Et à bout d'arguments, le seul argument qui a été utilisé, c'est de dire de toute façon on est majoritaire. Bon, soit. Ça fera pour nous d'ailleurs l'objet d'un recours. Hein. Il y a eu un peu plus de 100 heures de débat à l'Assemblée. Oui. Est-ce qu'autant au Sénat, vous estimez que ça n'a pas été suffisant pour aller jusqu'au bout de tout ce qui est examiné dans ce texte? Tout à fait. Et surtout, ce à quoi on est attaché, nous ne sommes pas ici dans une association de joueurs de boules. On est à l'Assemblée nationale, avec un règlement, un respect de l'Assemblée. J'ai bien conscience que parfois l'opposition peut déranger. Bon, on pourrait aussi interdire clairement de temps de parole l'opposition. Après tout, pourquoi pas, hein, quand on voit où on en arrive. Cette autorisation de 50 heures, elle est de droit pour tous les groupes. Comment? C'est juste pour appliquer le règlement. Oui, c'est pas innocent d'appliquer le règlement quand on a l'Assemblée nationale. Il y a plus stupide. Hein. C'est une fois par session, un président de groupe de droit peut demander 50 heures. Et quand on regarde le déroulement de la procédure, c'est-à-dire d'avoir là aussi recours aux ordonnances en cours de navette, là aussi on est quand même jamais vu. On est en train, on dépossède le Parlement de son pouvoir législatif sur les conséquences que peut avoir le texte sur à peu près 14, je crois que ça doit être sur 14 codes différents. On passe tout ça par voie d'ordonnance. Donc, ça mérite quand même qu'il y ait un débat. Et s'il y a eu 110 heures en première... Oui, parce que l'autre argument qui était de dire, mais en deuxième lecture, le temps programmé est la moitié de celui en première lecture. Bon, sauf que c'est toujours compliqué de calculer la moitié d'un temps qui n'a pas existé, puisqu'il n'y a pas eu de temps programmé. Mais si on prenait le temps de la première lecture qui était de 110 heures, donc on est tout à fait dans la cohérence avec les 50 heures. Ça aurait été 55 heures. Enfin, bon, soit, moi j'avais demandé simplement les 50 heures, ce qui est une demande de droit qui a toujours été accordée au président de groupe. C'est la première fois que ça ne l'est pas.
même temps, c'est une mesure d'ordre public, vu la tournure que prennent les manifestations. Là, c'est les débats. Non, je ne veux pas le juger. Ça juste rien à voir. On est dans une situation où on est en train d'augmenter, d'ajouter les provocations aux provocations. Donc on peut continuer, effectivement. Hein. Vous savez, le rôle du président de la République, c'est de se conduire sur des textes comme ceux-là, en père de la nation, c'est-à-dire de chercher à trouver les points d'accord, les points de consensus et de calmer le jeu. C'est la raison pour laquelle on avait demandé un grand débat national, qui nous a été refusé. C'est la raison pour laquelle on avait demandé à ce que soit consulté le comité consultatif national d'éthique, qui a été refusé. C'est la raison pour laquelle on avait demandé une commission spéciale pour que différents parlementaires d'autres commissions puissent assister, qui a été à nouveau refusée. C'est la raison pour laquelle on avait souhaité un avis du CES, qui a été refusé. Et alors là, cette semaine, on déclenche les ordonnances sur les articles 4 et 4 bis, en cours de navette, et on limite le temps à 25 heures, ce qui est du jamais vu. Est-ce que vous estimez, comme Laurent Wauquiez, que suite à ce qui s'est passé à Boston, il faut bousculer l'ordre du jour parlementaire? Non, je ne pense pas. Ce qui se passe à Boston aujourd'hui, avec à la fois la situation dramatique à laquelle nos amis américains sont confrontés, c'est l'occasion, je l'ai dit ce matin, sur une radio, sur une télévision, de témoigner à la fois de notre solidarité, notre amitié, notre affection au peuple américain. Et ça doit être fait par l'ensemble de la communauté française et notamment les parlementaires. Ensuite, sur le déroulement législatif, il n'y a pas d'incidence sur le déroulement législatif. Quand vous dites, je suis revenu sur le premier point, vous dites que vous êtes prêt à avancer sur un système de contrôle sur l'action de l'organisation de la vie politique. Est-ce que vous êtes précis sur quel point? Est-ce que vous êtes d'accord finalement aussi pour la déclaration publique ou pas Sur les moyens de contrôle, je rappelle, contrairement à ce qui est dit communément, j'étais celui, en tant que président de groupe, au nom de mon groupe UMP, qui a mis en place des sanctions pénales là où elles n'existaient pas, pour les déclarations erronées. Je vous rappelle qu'il n'y avait aucune sanction pour une déclaration erronée. J'ai mis en place une première sanction pénale, qui est celle d'une amende de 30 000 €, et ensuite la possibilité de suppression des droits civiques. Elle n'existait pas, ça a été mis en place. Après ça, il y avait eu le débat, effectivement, à l'époque où on m'a reproché d'avoir supprimé des peines de prison. Je n'ai jamais supprimé quelques peines de prison que ce soit, parce qu'elles n'existaient pas. Simplement, je n'ai pas voulu les ajouter, pour une raison simple, c'est qu'à partir du moment où il y a une fraude fiscale, la peine de prison existe. Donc il ne s'agissait pas de faire une justice d'exception, mais de respecter ce qui existe, puisque quelqu'un qui fraude le fisc risque une peine de prison, et donc cette peine de prison, elle existe de fait. Il n'y avait pas besoin de la rajouter. Et l'autre point qui avait été avancé par voie d'amendement auquel je m'étais opposé, c'était la suppression des droits parentaux. Et je pense qu'il ne faut pas tout mélanger et aller jusqu'à supprimer les droits parentaux. Donc, la peine que j'ai mis en place, et encore une fois, c'est une initiative que nous avons prise, donc je n'ai pas été celui qui a supprimé, mais celui qui a créé. On va mettre les choses au clair pour tout le monde. Donc il a créé ces deux sanctions pénales, à savoir la peine de 30 000 € et la possibilité de suspension, de suppression des droits civiques. Moi, là-dessus, je suis ouvert, mais quand on nous explique qu'on crée une haute autorité, bon, je rappelle simplement qu'elle existe. Bon, elle s'appelle Commission pour la transparence de la vie publique. Cette commission, je vous rappelle que siègent dedans les 3 plus hauts magistrats du pays, puisque vous avez le premier président de la Cour des comptes, vous avez le président de la Cour de casse et le vice-président du Conseil d'État. Alors, qu'on la dote de moyens supplémentaires, je suis fermé à rien, on peut regarder tout ça, mais simplement, on n'est pas là pour servir de caution à un système qui vise à détourner les regards du scandale de l'affaire Cahuzac. Que le gouvernement assume les responsabilités qui sont les siennes sur l'affaire Cahuzac, qu'il nous dise clairement depuis quand il savait, qui il savait, et pourquoi ça n'a pas été rendu public. Et pourquoi que M. Cahuzac n'a pas été invité à quitter le gouvernement plus tôt, puisque les gouvernements savaient. Et donc, tant que la lumière n'est pas faite là-dessus, tant que le Premier ministre continue à s'entêter et à refuser de répondre,
On ne va pas aller cautionner un projet de loi qui a simplement pour but de faire une opération de com pour masquer la situation dans laquelle il s'est empêtré. Est-ce que vous allez accepter ou non la publication des déclarations de patrimoine qui est contenue dans ce texte? Quel est votre avis là-dessus? Totalement contre, je l'ai toujours dit. Après, la loi, si la loi est votée, elle est votée. Mais je pense qu'elle ne sera pas votée. Si je regarde ce qui se passe au Parti Socialiste, bon, nous ne sommes pas majoritaires, mais j'ai le sentiment que le Parti Socialiste est très partagé pour des raisons de bon sens. C'est-à-dire que l'on renforce les contrôles, les sanctions, etc. Tout cela, on peut en discuter tranquillement à froid. Pas de problème. Simplement, là, à chaud, aller cautionner une opération de diversion, non, on n'est pas là pour ça. Et les collègues socialistes qui réagissent contre cette proposition de loi, c'est sur les mêmes arguments. J'en ai pas entendu un qui dit qu'il était opposé à ce qu'il y ait plus de contrôle. C'est pas ça le sujet. La publicité, c'est non. Oui, non, mais c'est pas nouveau. Parce que ça relève du voyeurisme, ça flatte, il y a sans doute parfois de moins élégant, et ça n'apporte aucune réponse à la situation dans laquelle on est, puisqu'on nous explique que c'est bien entendu pour que plus jamais l'affaire Cahuzac se reproduise. Ça ne changera strictement rien, tout le monde le sait. À partir du moment où quelqu'un fraude le fisc, ce n'est pas parce que vous avez demandé de faire une publication que ça va changer quoi que ce soit. Ça n'apporte aucune réponse. Si Jérôme Cahuzac décide de revenir à l'Assemblée, on ne sait pas encore, la décision va être prise d'ici 2 jours. Vous, qu'est-ce que c'est votre réaction? Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça vous pose un problème? C'est d'abord un problème pour le Parti Socialiste. Sauf erreur, M. Cahuzac est socialiste, le gouvernement est socialiste, le Premier ministre est socialiste. Donc s'il en est à même plus avoir la capacité ou l'autorité pour lui demander de ne pas revenir, enfin, Il est plus socialiste. Il a été exclu. ah ben oui, c'est vrai que ça change tout. Hein. Est-ce que vous félicitez des propos de Claude Barthelone? Jean-Christophe Lagarde avait l'air de dire qu'il était très satisfait que Claude Barthelone remplissait son rôle de président. Claude Barthelone est clairement un adversaire politique. En revanche, il y a des points sur lesquels on peut se retrouver. Et là, il est sur une position de bon sens, qui n'est pas d'ailleurs la position des députés UMP, qui est une position très largement partagée par l'ensemble des parlementaires, quels que soient les bancs sur lesquels il siège. Et donc, il est effectivement dans son rôle de président de l'Assemblée, de défendre, de protéger l'institution et de prendre en compte les sensibilités de tous les parlementaires. Est-ce que vous pensez des invectives de plus en plus brutales ou belliqueuses de Mme Barjot ou Mme Boutin? Est-ce que vous continuerez à les manifester dimanche prochain, par exemple? Moi, j'irai participer à ces manifestations par conviction. Je l'ai toujours fait, je suis pas certain d'y aller dimanche prochain, pour tout vous dire. En revanche, j'ai prévu d'y aller le 26 mai. Parce que nous sommes opposés à ce texte. Et je pense que, vous voyez, dans les différentes provocations, le fait que le président de la République ne trouve pas de temps pour recevoir l'entente parlementaire. Quand vous avez une entente parlementaire avec plus de 200 députés qui demandent audience au président de la République, qu'on ne les reçoit pas, qu'ils ne prennent pas le temps de les entendre. Moi, et au-delà de l'entente parlementaire, de l'association, des gens qui ont formé ce collectif de la Manif pour tous, c'est reçu comme une agression supplémentaire. On est sur des sujets qui sont passionnels. Et donc, le président doit prendre la hauteur qui est la sienne. C'est la raison pour laquelle on avait demandé à ce que le texte soit soumis à référendum. Et moi, je pense qu'il aurait été opportun, à minima, de mettre le texte en stand-by ou au moins de respecter le temps parlementaire prévu. Mais là, de vouloir l'inscrire de force en 48 heures en n'accordant que 25 minutes, 25 heures de débat à l'opposition, ben, il additionne les provocations et tout ça ne va pas dans le bon sens et pas dans le sens du père de la nation qui le fait. Henri Guénaud demande justement aux Français de manifester jour après jour jusqu'au 25 mai pour se priver. Moi, je participerai, je vous l'ai dit, aux manifestations, pas à toutes, mais le 26 mai, j'ai prévu bien. Et le 5 mai, c'est 5 mai. Vous pouvez le faire tous les jours du mois. Manifester avec Mélenchon, ça le Non, j'ai dit le 29, c'est Mélenchon.